Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche 19 décembre 2021 et nous recevons dans votre émission, le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, Souleymane Jules Diop qui est en direct de Paris. Bonjour Souleymane Jules Diop. Bonjour Maoulou. Ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO. De journaliste chroniqueur célèbre, poil à gratter du régime du président Abdoulaye Wade il y a quelques années, à ministre et diplomate sous la présidence Macky Sall, Souleymane Jules Diop, vous avez apparemment fini de faire votre mue. C'est une hypothèse, bien évidemment. Vous semblez faire sienne la citation d'un autre Jules Jeannin, le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Cet écrivain français du 19e siècle, surtout connu comme critique littéraire, fut attiré par le journalisme en signant au Figaro. Souleymane Jules Diop, le journalisme, en êtes-vous sorti définitivement? Non, je pense que c'est ma passion et c'est ma première vocation. Moi, j'ai tout fait dans la vie autour de, pas le journalisme précisément, mais l'écriture, la culture, l'art. Quand j'étais plus jeune, je voulais être dessinateur, je voulais être peintre. J'écrivais à 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'écrivais derrière les photos, je faisais des poèmes. J'ai des cahiers de poèmes que ma mère garde encore de mon adolescence, de mon plus jeune âge. Et à l'âge de 15 ans, j'ai amené pour la première fois un article de presse que je suis allé présenter à l'époque à Jean-Marc Diakité au Soleil. Et c'était au sujet d'un match de football de l'équipe nationale. Alors, après, je suis allé faire des études de philosophie, des études de lettres, puis après, je me suis perfectionné dans le journalisme, dans la communication, juste par amour pour l'écriture. Ma passion pour la politique, elle date de longtemps, elle date de mes années de lycée à Fatick, puis de ma vie d'étudiant en philosophie et de militant au PIT. Et tout ça s'est retrouvé et par le malheur des choses, vous le rappeliez, je me suis retrouvé dans ce que j'appelais moi et qui n'était pas compris tel quel à l'époque, dans ce qu'on appelait the active journalism. Et par le malheur des choses aussi, je me suis retrouvé exilé au Canada, pas par mon fait, pas parce que je le voulais, mais parce que l'homme qui m'avait proposé, alors que j'étais relativement jeune, de travailler à ses côtés, avait eu des problèmes avec le régime ancien et je me suis retrouvé exilé, coupé de ma famille, coupé de mes racines, coupé de tout. Oui. Et cet homme s'appelle Idrissa Seck, c'est bien ça, ancien Oui. Premier ministre. Donc, ce n'est pas tant le journalisme qui m'a passionné que l'écriture. Et le peu de temps que j'ai passé au Canada, j'ai quand même rédigé 2 biographies et 2 essais qui ont été publiés. Et voilà, c'est l'écriture, moi, ma passion. Vous appellerez toujours journaliste, vous tenez à ce qu'on vous appelle toujours journaliste et non ancien journaliste. J'ai gardé sur toutes mes pièces d'identité et à chaque fois qu'on me demande profession, je ne mets pas diplomate, je mets journaliste. Vous l'avez si bien dit, c'est à mon avis le métier le plus passionnant parce qu'il permet l'accès à toutes les formes de connaissances et à toutes les formes de savoir. Mais mes études que j'ai faites, mes études préalables de philosophie me destinaient aussi à différentes formes de connaissances et à l'accès à différentes formes de savoir. Et oui, je n'entre plus dans la définition du journalisme parce que je ne vis plus du métier de journaliste et je ne pratique plus bien évidemment, oui, le journalisme. Oui. Mais voilà, c'est comme le mécanicien ou l'ouvrier, je ne sais pas, le tourneur qui n'exerce plus le métier de tourneur, qui n'a plus son salaire de tourneur, mais qui se définit toujours comme un tourneur, comme un mécanicien. Alors, Souleymane, on va refermer cette parenthèse sur le journalisme. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans cette émission. Vu de l'UNESCO,
où vous servez comme ambassadeur. Comment se porte la diplomatie sénégalaise? La diplomatie sénégalaise, elle est un peu héritière de notre histoire. Elle est même constitutive de notre histoire. Les premiers Sénégalais dans ce qu'on n'appelait pas encore Sénégal, qui ont quitté nos côtes pour aller peupler le monde, ils étaient porteurs de notre culture, ils étaient porteurs de notre héritage, ils étaient porteurs aussi, quelque part, de notre savoir-faire, de notre intelligence. Et le fait de le présenter, le fait de le partager et le fait d'influencer d'autres cultures par leurs moyens, par leurs pratiques, par leur langue. Je fais référence aux études qui ont été menées dans le sud des États-Unis, à Haïti et un peu partout, sur l'influence que nous avons eue sur la marche du monde un peu partout. C'était déjà de la diplomatie sénégalaise. Et donc, notre influence, elle est liée à notre histoire, à notre héritage. Et ça, le Sénégal l'a encore porté. Et ici, à l'UNESCO, où je suis, vous savez que nous avons quand même eu un directeur général qui s'appelle Amadou Mahtar Mbow, qui a marqué cette institution. Et quand vous arrivez ici, vous vous rendez compte de l'immensité du travail qu'il a abattu ici et surtout de l'immense notoriété qu'il a portée et qui lui a permis de porter aussi notre pays dans une instance où nous avons plus d'États que les Nations Unies. Alors, Amadou Mahtar Mbow, puisque vous parlez de lui, c'est 2021, c'est l'année de son centenaire. Mais justement, Souleymane Jules Diop, puisque vous êtes à l'UNESCO, vous dites que la diplomatie sénégalaise rayonne toujours, elle est influente, mais la diplomatie sénégalaise, c'est Amadou Mahtar Mbow, donc, dont vous venez de parler, qui a été directeur général. Mais est-ce que, quand on observe aujourd'hui la physionomie de notre présence au niveau des instances internationales, on ne pourrait pas avoir le sentiment que, ou non, plutôt que c'est une diplomatie qui a perdu un peu de son lustre. C'est ça l'intérêt qu'il y a à faire la différence entre le rayonnement et l'influence. Le rayonnement, il est lié à notre histoire, à notre héritage, à notre capacité à être admiré, à être regardé comme un pays modèle, du fait de l'intelligence de nos hommes, de nos patriotes, du fait de notre histoire commune, du fait aussi de notre passé colonial. Beaucoup de Sénégalais ont été au-delà même des frontières africaines jusqu'à Madagascar pour aller où y enseigner, ou y être représentés comme de hauts cadres de l'administration coloniale. Beaucoup d'Africains sont venus étudier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou à Charles Dioréré. Nous avons formé les premiers cadres, les premiers agrégés. Nous avons eu Senghor, nous avons eu Cheikh Anta, nous en avons eu d'autres, les Souleymanian, des agrégés de mathématiques, des agrégés de philosophie, comme aujourd'hui, pour citer un parmi eux qui est vivant encore, Souleymane Bachir Diagne. Tout cela a fait rayonner notre pays, au-delà de nos frontières. Oui, on peut y ajouter Abdou Diouf à la tête de la francophonie, Jacques Diouf à la tête de la FAO. L'influence, c'est autre chose. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'influence, justement, parce que c'est important, je crois, pour la suite de notre discussion, l'influence, c'est la capacité qu'a un pays à pouvoir influencer un autre pays ou une autre organisation sans pour autant utiliser des moyens coercitifs. C'est ça l'influence. Alors, l'influence, elle se bâtit d'une autre manière. L'influence est liée à notre capacité aussi à pouvoir proposer un modèle exemplaire. Nous sommes, par exemple, par notre démocratie, nous pouvons influencer d'autres États africains. Nous l'avons fait aussi, mais par notre puissance militaire aussi. C'est très important parce que notre zone d'influence, elle s'étend à notre sous-région parce que notre sort dépend aussi du sort des pays de la sous-région. Et la capacité que nous avons eue toujours depuis la fin des années 70, début années 80 par exemple, à pouvoir porter notre armée aux frontières ou à l'intérieur d'autres pays pour y faire partager nos valeurs démocratiques, nos valeurs de stabilité, ça nous offre une zone d'influence et c'est bon pour l'avenir du Sénégal. C'est ce que nous avons fait en Gambie, c'est ce que nous avons fait en Guinée-Bissau à la fin des années 90, c'est ce que nous avons fait il y a 2 ans, il y a 5 ans, en intervenant en Gambie pour y rétablir l'ordre démocratique. Ça, c'est de l'influence. Ça n'a rien à voir avec le rayonnement qu'on peut avoir. Alors, l'influence, ça se bâtit sur la base du hard.
c'est la soft power. Mais la soft power, elle s'accompagne du hard, par notre capacité à dire cette zone, c'est notre zone, nous Sénégalais. Parce que le sort de cette zone nous appartient, le sort de cette zone nous concerne directement. Et c'est ce qui est en train de se passer au Mali, vous l'avez vu. C'est ce qui s'était passé en Gambie, vous l'avez vu. Et c'est ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Et évidemment, le sort de nos voisins nous intéresse parce que quand il y a l'instabilité chez nos voisins, c'est une question de temps, de délai, mais tôt ou tard, ça viendra chez nous. Alors, arrive justement la présidence sénégalaise de l'Union africaine à partir du 1er janvier 2022. Quelle tonalité aura cette présidence sénégalaise de l'UA qui sera assurée par le président Macky Sall? Ça vient à un tournant historique où les pays africains ont établi un modèle de développement jusqu'en 2063 avec l'agenda 2063 qui va consacrer les 100 ans de l'organisation de l'Union africaine, puis à partir de 2002, de l'Union africaine. À un autre tournant qui est le tournant de l'établissement de la zone de libre-échange économique pour l'Afrique, la ZLEC. À un autre tournant qui est un tournant d'un Sénégal, d'une Afrique post-Covid, où nous avons quand même testé et nous avons aussi éprouvé les moyens que nous avons de manière endogène à faire face à des désastres qui sont imprévus et à des risques qui ne sont pas attendus en tant que tels par définition. Et donc, le président Macky Sall prend l'Union africaine à partir de février prochain à un tournant historique pour la marche du continent vers la prospérité, vers l'émergence, vers le progrès. Oui, une présidence sénégalaise de l'Union africaine qui va commencer par d'abord ce qu'on appelle les relations de bon voisinage. Vous en avez parlé tout à l'heure. Quand on regarde la sous-région, on se rend compte que c'est l'une des sous-régions les plus agitées aujourd'hui sur le continent, avec le phénomène du djihadisme, avec également des coups d'État, on l'a vu, mais aussi des débats sur le troisième mandat, mais on se rend compte également que rien n'est acquis dans le voisinage du Sénégal. Je donne l'exemple, puisque vous parliez tout à l'heure de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali. Je donne l'exemple de la Guinée-Bissau avec le rejet de l'accord sur le pétrole par l'Assemblée nationale bissau-guinéenne. Donc, rien n'est acquis, non, de ce point de vue. Bon, il y a des facteurs endogènes qui sont liés à la politique de ce pays ami et voisin. Je ne vais pas entrer dans des questions qui regardent les relations intérieures de ce pays, les questions intérieures domestiques de ce pays. Vous savez que voilà, c'est une question qui date de longtemps. Et n'oubliez pas que l'enclenchement de la guerre civile en 1998 dans ce pays, qui nous a valu quand même notre intervention là-bas, avec les conséquences que l'on sait, était lié justement à des conflits internes entre la chefferie politique de l'époque et l'Assemblée nationale bissau-guinéenne autour d'une question de révélation sur des trafics d'armes et autres. Évidemment, ce n'est pas le même contexte. Le Libéria voisin était en guerre, la Sierra Leone était en guerre, il y avait des circulations d'armes tout le long, et voilà. Ça, c'est un petit passage historique que je voudrais rappeler. Oui. La question de la stabilité de la Guinée-Bissau nous intéresse et il est important pour le Sénégal que les conditions dans lesquelles, surtout quand on parle aujourd'hui d'économie communautaire, de libre-échange économique et même de mutualisation quelque part des ressources, il est normal que le Sénégal et la Guinée-Bissau discutent de conditions dans lesquelles nous allons exploiter ces ressources. Maintenant, quand les ressources sont exploitées et partagées, ce sont des experts qui se réunissent pour définir les critères, les conditions dans lesquelles le partage de ce type de ressources se fait. Il y a en général des modèles qui sont des modèles universels de partage des ressources en fonction des nappes, en fonction des moyens mis en œuvre pour l'exploitation et tout. Et je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt de l'un ou des deux pays de vouloir, je ne sais pas, avoir une hégémonie sur cette ressource-là, parce qu'aujourd'hui, oui. C'est constaté, c'est connu, le Sénégal regorge de ressources
offshore qui peuvent lui permettre sur des siècles de devenir autonome en matière d'énergie. Alors, l'accord avec la Mauritanie sur le gaz est passé comme lettre à la poste, mais cet accord avec la Guinée-Bissau coince. Quelle explication vous en avez? Je pense qu'il est normal que les représentants légitimes du peuple de Guinée-Bissau s'interrogent sur les conditions dans lesquelles, justement, certains accords ont été passés. Mais ces accords, les négociations, les discussions sur ces accords avec des rebondissements datent de longtemps, datent de 1983. Ça n'empêche pas les deux peuples de travailler à une meilleure intégration sous-régionale. Je pense que dans ce domaine, le Sénégal a eu jusqu'ici une démarche exemplaire. Vous avez parlé de politique de bon voisinage. Je vais vous décevoir et au risque un peu d'être en porte-à-faux avec une certaine logique. Moi, je ne pense pas à la diplomatie de bon voisinage. Je crois à l'amitié entre les peuples. L'amitié entre les peuples, c'est basé sur la reconnaissance des intérêts mutuels qui peuvent lier plusieurs peuples. Mais à la base, chaque peuple se bat pour ses intérêts, pour sa sécurité, pour son développement, pour sa prospérité. Évidemment, dans un cadre aussi qui respecte la souveraineté de chacun, les intérêts et les aspirations de chaque peuple, dans le cadre d'une reconnaissance des intérêts mutuels. C'est ce qui nous lie à la Gambie, c'est ce qui nous lie à la Guinée-Bissau, c'est ce qui nous lie à d'autres pays voisins. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que notre politique, notre logique doit d'abord tout et avant tout être une logique dans laquelle le peuple sénégalais, à tout moment, et les intéressés du Sénégal vont être préservés et sauvegardés parce que c'est ce que les autres font. Maintenant, nous avons une responsabilité en tant que leader dans la sous-région, leader historique, leader économique, leader politique et aussi puissance militaire. Le Sénégal est une puissance sous-régionale. Nous sommes aujourd'hui, en termes de contribution en nombre dans le monde, parmi les 10 premiers. Nous avons aussi aidé à rétablir la sécurité et la stabilité chez nos voisins. Et ça, je pense qu'on nous le doit et on doit le reconnaître au Sénégal. Ça n'empêche pas, oui, en allant tirer dans notre vocable, dans notre lexique historique, linguistique, local, de parler de politique de bon voisinage, c'est à dessein. Alors, une présidence sénégalaise de l'Union africaine dans un contexte, je le rappelais tout à l'heure, le phénomène du djihadisme, des coups d'État, mais également, il faut le relever, on remarque comme une sorte de bataille entre les grandes puissances, la France, la Russie, les États-Unis. Au moment où on parle, il y a un sommet Turquie-Afrique à Istanbul, mais il y a une forte aspiration de la jeunesse africaine à plus de liberté, à plus de rupture vis-à-vis d'un certain passé. Comment le président Macky Sall, une fois président de l'Union africaine, va-t-il prendre en charge tout cela? Alors, vous l'avez dit, l'Afrique est traversée par des conflits. Je crois qu'au total, nous avons en ce moment 27 foyers de conflits sur le continent. 27. C'est énorme, c'est beaucoup. Et nous en avons dans notre sous-région. Alors, l'Afrique a développé des capacités pour pouvoir prendre en charge sa propre politique de défense, sa propre politique de sécurité. Tout n'est pas noir sur le tableau. Il est vrai que nous avons connu des échecs et l'année 2020 était projetée et prévue par l'Union africaine pour être l'année de l'Afrique sans armes. C'était un objectif 2020. Évidemment, 2020 est passé, on n'y est pas. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la prise en charge par l'Afrique elle-même de ces contraintes de sécurité, évidemment de ces impératifs de sécurité. Au Mali, aujourd'hui, l'essentiel des forces, ce sont des forces africaines. Au Libéria, il y a quelques décennies,
c'était déjà les Africains. Dans d'autres régions de l'Afrique, comme au Soudan, aujourd'hui au Mali, c'est autour du lac Tchad, c'est les États africains qui prennent en charge leur sécurité. Ce que le Sahel, justement, demande toujours, c'est réunir les conditions de pouvoir prendre en charge sa propre sécurité. Vous savez qu'en Gambie et en Guinée-Bissau, ce sont les forces de la CEDEAO et les forces des États, du Sénégal notamment, qui ont permis le rétablissement de l'ordre démocratique. Maintenant. Mais une jeunesse africaine de plus en plus contestataire de l'autorité et de l'ordre établi. C'est à ça que j'allais venir. Vous savez, c'est d'où l'importance de l'utilisation de la soft power. Parce qu'il y a des grands empires qui sont en train de revenir sur la scène internationale et qui sont en train de convoiter aux partenaires traditionnels africains les zones d'influence. On a l'arrivée de la Turquie, oui. On a le retour de l'Union soviétique et au plan économique surtout, on a l'arrivée de la Chine. Ils n'arrivent pas juste avec armes et bagages, ils arrivent avec la soft power, des moyens d'influence culturelle, des moyens d'influence numérique par la télévision, China TV, avec la Turquie pareil, avec des radios, avec aussi des modèles inspirés d'autres pays. Par exemple, la LOLF 185 de la France, avec un budget imparti à la diplomatie culturelle et d'influence. Ils viennent nous influencer, ils viennent influencer nos opinions, ils utilisent ce que permettent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça c'est de la smart power, pour influencer nos opinions, pour influencer nos jeunesses. Ça ne veut pas dire pour autant que le modèle économique qu'ils présentent, il est meilleur. Et même pour convoquer notre jeunesse. On rappelle ce sommet Afrique-France qui a mal porté son nom d'ailleurs, où on a assisté à un face-à-face entre le président français Macron et la jeunesse africaine. On n'a entendu aucun leader, aucun dirigeant africain se prononcer là-dessus. Enfin, je rappelle que 2 ans avant la France, la Russie l'a fait avec les acteurs de la société civile africaine. La France n'a fait que peut-être s'ajuster à une situation qui est une situation de retour des zones d'influence. Avec également Yali aux États-Unis. Ce qui s'est passé en 1885 à Berlin, la conférence, avec le partage de l'Afrique en zone d'influence, et ce qui menace en réalité aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, ça fait partie, évidemment, nous avons aujourd'hui un défi sanitaire. Nous avons pour l'Afrique un défi environnemental. Nous avons pour l'Afrique un défi économique avec la ZLEC. Et on ne peut pas avoir l'économie sans avoir la stabilité parce que c'est la stabilité qui permet les intégrations régionales parfaites, adéquates. Et ce sont ces blocs régionaux qui vont permettre demain l'unité de l'Afrique au plan économique. C'est 2500 milliards d'économies, d'échanges. Mais aujourd'hui, et aussi aujourd'hui, les échanges intra-africains, c'est seulement 20% des échanges de l'Afrique avec le reste du continent. Il faut inverser. L'Europe est à 70%. L'objectif, justement, inscrit dans l'agenda 2063, c'est de parvenir dans les toutes prochaines années à au moins 50% des échanges, que ce soit des échanges intra-africains. Il y a des défis économiques que ça pose en termes économiques parce que voilà, il y a des pays aujourd'hui qui sont des souks, des marchés d'exportation uniquement. Quand vous ouvrez vos frontières, ils vous inondent avec des pays, avec des produits importés d'autres zones que je ne veux pas citer, et tout cela pose des problèmes qu'il faut régler au préalable. C'est pourquoi il y a des ajustements qu'il faudrait opérer. Très bien. Je rappelle que vous suivez votre émission Le Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Nous sommes aujourd'hui avec Souleymane Jules Diop. Il est ambassadeur, délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO à Paris. Vous avez assisté récemment à la conférence des ambassadeurs ici à Dakar. C'est une rencontre traditionnelle autour du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères qui se trouve être Aïssata Tall Sall, j'allais dire la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Vous êtes reparti avec quel sentiment
après avoir assisté à cette conférence des ambassadeurs? Alors, j'avais assisté à la première en tant que secrétaire d'État, à l'avant-dernière en tant que secrétaire d'État au Sénégal et de l'extérieur. Là, je viens en tant qu'ambassadeur, humblement. Nous sommes venus pour faire quoi? Nous sommes venus parce qu'une situation nouvelle se présente. Nous sommes venus pour adapter, arrimer nos objectifs diplomatiques, surtout en matière de diplomatie économique, avec les objectifs nouveaux de ce qu'on appelait le PAP 2, qui est la deuxième phase de déroulé du PSE, entre nos objectifs économiques, nos objectifs diplomatiques, la situation nouvelle avec les défis sécuritaires et post-Covid, et aussi la présidence par le Sénégal, la présidence de l'Union africaine par le Sénégal. Alors, nous avons fait de la situation screening en regardant ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous, du future screening en regardant ce qui est à venir, les menaces, les opportunités, et en nous disant en interne, les affaires étrangères en tant que département, comment nous allons adapter nos structures, adapter notre modèle, adapter notre organisation aux exigences de l'avenir pour devenir plus efficace, plus efficient. Voilà ce à quoi nous devions répondre. Et j'estime que dans l'ensemble, ma sœur Aïssata a été, elle a fait un travail extraordinaire. Et je crois que les ambassadeurs, dans la quasi-unanimité, pour ne pas dire l'unanimité, sont sortis de cette rencontre très satisfaits. Je veux le dire honnêtement. Je pense que je lui dois ça. Surtout, on vous a dit, vous, ambassadeurs, ne venez plus avec des partenaires qui vont encore alourdir notre dette, mais plutôt amener des investisseurs, des gens qui vont mettre de l'argent. Ça, c'est le président de la République qui nous l'a rappelé, mais au fait, il n'a fait que traduire les limites du PAP 1. Parce que quand on lançait le PSE en 2014, la première phase, nous avions dit que l'essentiel du PSE devait être financé par les partenaires privés extérieurs. Alors, depuis lors, le contexte économique mondial n'a pas été favorable et nous nous sommes rendus compte que les attendus n'ont pas été là au moment du bilan, que l'État du Sénégal a essentiellement pris en charge de nombreuses infrastructures, notamment, pas que c'était mauvais, mais nous avons eu aussi, nous, du retard dans nos réformes. La loi sur les PPP a été en retard, la réforme foncière, elle n'a pas suivi, elle tarde encore à suivre et elle va limiter nos capacités de production et elle va impacter notre PIB dans les prochaines années. La question du pétrole, on n'en parle pas, mais vous savez que la maîtrise énergétique, elle est au cœur de la croissance, du développement économique. Aujourd'hui, nous avons eu une année de retard sur l'exploitation de notre pétrole du fait de la COVID. Et tout ça, le président en a tenu compte en nous disant, évidemment, avec nos plafonds d'endettement. Et avec même une autre hypothèque, parce qu'aujourd'hui… Parce que nous avons ce qu'on appelle des critères de convergence, qui sont des critères au niveau sous-régional, sur le niveau d'endettement, mais aussi sur le niveau de déficit budgétaire. Nous avons des limites qu'on ne peut pas franchir. Maintenant, il y a un contexte nouveau qui fait que la plupart des pays, même dans le monde, les plus riches, ont justement fait voler leur plafond d'endettement. La France est à 120% de son PIB, les États-Unis sont à plus de 130% de leur PIB, le Japon a dépassé les 200% depuis longtemps, pour donner quelques exemples. Oui, mais parallèlement, alors que… Le leadership du président de la République sur deux questions, si vous permettez rapidement, qui vont l'interpeller quand il sera président de l'Union africaine, et à mon avis, c'est des questions très importantes. La question de la capacité d'endettement de l'Afrique, la question de la soutenabilité de la dette africaine et la question de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, on nous amène sur un terrain qui est le terrain environnemental écologique, avec on veut bannir les énergies fossiles, ce qui a permis à l'Europe de prendre une sorte de suprématie matérielle, technologique, c'est l'énergie, c'est le développement énergétique qui a fait les bateaux, qui a fait les armes, qui a fait les chars, qui a permis de nous dominer pendant 5 siècles et plus tard d'asseoir une influence à travers la colonisation et jusqu'à présent. Nous avons notre pétrole, nous avons nos gaz, l'Afrique a ses ressources. Même extraire des ressources du sous-sol, ça demande énormément d'énergie. On nous dit,
Maintenant, il faut s'arrêter. Le président de la République est en train de dire, et à juste raison, il est en train de dire, mais non. Est-ce que l'Afrique a la capacité de dire non, mais vraiment non? Absolument. Alors, avec quels moyens? Le contexte nouveau, c'est que nous étions avant quelques pays seuls, divisés face au monde, face à quelques pays qui nous colonisaient. Aujourd'hui, l'Afrique est unie face à un monde qui est aujourd'hui multipolaire. Nous avons une coopération chinoise, nous avons une coopération indienne, nous avons une coopération turque, nous avons une coopération russe, nous avons une coopération française, nous avons une coopération américaine avec les pays arabes, naturellement, et à côté, nous avons aussi des leaders qui émergent en Afrique. Oui, mais on peut avoir le sentiment aussi que l'Afrique est encore en train d'être dépecée. Quand on compare sur le temps, ce que les pays africains ont fait en 50 ans, c'est extraordinaire. Nous avons multiplié le PIB du continent par 3. Il y a des pays, je prends l'exemple de l'Éthiopie, qui a multiplié son PIB par 10 en 20 ans. Et nous avons des puissances sous-régionales. Le Maroc est en train d'émerger. Maintenant, ce que la ZLEC apporte d'intéressant, c'est de dire, si le Sénégal fait du coton, si le Mali et le Burkina font du coton, il faut trouver, à côté du Burkina ou du Mali, un pays qui va transformer le coton, qui va faire des tissus au lieu d'exporter. C'est un peu le PSE élargi à l'échelle du continent et ça me semble pertinent. Mais il y a une réalité qui est que nous sommes en train de revenir vers les zones d'influence et comme l'a dit, pour reprendre le ministre Le Drian, il n'y a plus de soft, c'est du hard partout. Très bien. Je rappelle qu'il nous reste une vingtaine de minutes, Souleymane Jules Diop, et que vous êtes l'invité du jury du dimanche d'e-radio, ITV, imedia.sn, ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, justement. Vous allez davantage porter votre casquette ou votre costume de représentant du Sénégal à l'UNESCO. On va parler du Thiéboudjen. Inscription du Thiéboudjen au patrimoine immatériel de l'humanité ou de l'UNESCO? C'est de l'humanité. Alors, l'UNESCO, c'est 485 États, 195 États et 2 autres reconnus en tant que tels. Donc, 2 de plus que les Nations Unies. Oui, vous avez piloté le dossier au niveau de l'UNESCO. Qu'est-ce que cela signifie exactement que le Thiéboudjen soit inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité? Mais ça augmente notre influence, notre rayonnement. Depuis une semaine, des femmes asiatiques, des femmes japonaises, des femmes chinoises, des femmes indiennes, de partout dans le monde, sont allées chercher les recettes du Thiéboudjen et sont en train de préparer du Thiéboudjen. Alors, c'est un rayonnement pour le Sénégal. Mais Mamoudou, je vais m'attarder sur un plan symbolique. Le fait que, à 7 siècles, 5, 6, 7 siècles d'intervalle, que le monde entier reconnaisse le génie culinaire d'une femme, Penda Mbaye, qui n'est plus là et qui était sans doute une femme modeste de Saint-Louis comme nos mamans l'ont été, et que le fait qu'elle ait inventé un plat qui a traversé les siècles et qui aujourd'hui irradie le monde entier, nous sommes cités sur dans tous les magazines spécialisés, les télévisions du monde entier, les journaux, les médias de masse parlent du Thiéboudjen. Je trouve que, au plan symbolique, ça doit être salué et ça mérite d'être noté. Pour une partie de l'opposition sénégalaise, les priorités sont ailleurs. Pour une partie de l'opposition sénégalaise, les priorités sont ailleurs que dans l'inscription de notre Thiéboudjen national au patrimoine immatériel de l'humanité. La remarque vaut même pour la rumba congolaise. Que répondez-vous? Un peuple vaut par sa richesse matérielle, mais la richesse matérielle, elle s'efface. Mais un peuple vaut aussi par son génie, par sa richesse immatérielle. Je vais vous dire, moi je suis fier d'être sénégalais, Mahmoud. Oui, tout le monde en est fier, non? Tout le monde en est fier. Je trouve que nous avons des pratiques, des valeurs immatérielles à proposer au monde entier comme des modèles. Et le fait que, je donne un exemple, je reviendrai sur le Thiéboudjen, le fait qu'avant la Révolution française, presque concomitamment avec la Révolution américaine,
un Sénégalais ait créé les conditions d'une dévolution du pouvoir, de l'accession au pouvoir, de la dévolution au pouvoir et de la gestion du pouvoir, en écrivant, en codifiant pour la première fois une charte universelle des droits de l'homme. Le fait qu'un Sénégalais l'ait fait, moi, je trouve que c'est une richesse. De la même manière que le talent inventif d'une femme. D'autres ont fait inscrire une baguette de pain, une pizza. Alors, nous sommes riches. Le couscous marocain. Le couscous marocain. Je trouve que sur ces questions, nous pouvons laisser la politique politicienne de côté. Ça doit être une fierté pour tout Sénégalais. Voilà ce que je voulais dire. Mais justement, maintenant, au plan stratégique, si vous permettez. Oui, allez-y, oui. Au plan stratégique, vous voyez, il y a des pays qui sont plus conscients peut-être que nous des enjeux et qui ont voulu inscrire notre Tchéboudjen à notre place. Ah oui? Oui. Quel pays a voulu le faire? Il y a des pays qui font même des battles. Le Jollof Rice, c'est quoi? C'est une adaptation de notre Tchéboudjen dans d'autres pays qui ont voulu. Moi, je vous dis, je me suis battu. À un moment donné, ils m'ont dit, pour éviter des risques de revendication de propriété, il faut changer l'appellation. Au lieu de dire art culinaire du Sénégal, on m'a dit il faut dire art culinaire au Sénégal. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas possible. Le Tchéboudjen, c'est pour nous. Et vous y êtes arrivé? Bien sûr, bien sûr. Ah ben oui. Ah, j'ai dit non. Oui, évidemment, je ne suis. J'ai dit non. J'ai dit non. D'accord, Souleymane. Oui, vous avez. Il y a quand même des ça, c'est au plan stratégique. Maintenant, au plan économique. Oui. Vous savez, les Sénégalais qui sont dehors, les restaurants sénégalais qui vont fleurir, le tourisme sénégalais, les gens qui vont regarder les guides routards et autres guides, partout, dans tous les documents spécialisés, ce sera marqué « Goûter le Tchéboudjen, art culinaire sénégalais ». Eh bien, moi, j'allais dans les hôtels quand j'arrivais à Dakar, quand j'arrive encore à Dakar, des hôtels dans lesquels on vous sert du caviar, on vous sert de la raclette, on vous sert des plats étrangers. Vous demandez le Tchéboudjen, vous ne pouvez pas l'avoir. Maintenant, heureusement, ce sont les touristes eux-mêmes qui vont venir et qui vont demander du Tchéboudjen. Très bien. Alors, Baye Aliou Niasse, qui est un Sénégalais bon teint, comme vous, comme moi, comme tous les autres, dit en quoi l'inscription du Tchéboudjen au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il a dit, mais il s'agit bien de l'humanité, peut-il changer à la vie quotidienne des Sénégalais? Bouba Bekrine, qui va plus loin, si l'on fait le bilan de l'invention du Tchéboudjen, il dit l'importation du riz a détruit notre propre production céréalière en soutenant celle des Asiatiques, notamment grâce à la complicité de nos commerçants peu patriotes. Ce plat est responsable de la flambée du diabète, de l'obésité et des AVC, etc. à cause de sa haute teneur en huile. Bref, un plat qui ne mérite pas du tout cette mise en lumière. Bon, d'abord, ce n'est pas exact. En 10 ans, nous avons multiplié par 2 notre production céréalière. En 20 ans, nous avons quasiment multiplié par 5 notre production horticole et surtout nos exportations en matière d'horticulture. En matière de production de fruits et légumes, nous sommes devenus autosuffisants dans beaucoup de spéculations. Les oignons, les pommes de terre et tout. Maintenant, pour le riz surtout. Mais pour le riz, nous avons en même temps développé depuis 2017 une politique d'autosuffisance en riz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il faut réussir la réforme foncière pour que les grands capitaines d'industrie qui veulent faire de l'agriculture, quand ils trouvent des terres qui ne sont pas occupées, qui sont sans doute des terres ancestrales, quand ils veulent les exploiter, qu'on ne dise pas, nous sommes de Casamance, lui, il vient du Fouta, nous sommes du Fouta, lui vient de Casamance, c'est nos terres, c'est ceci, c'est cela. Nous sommes tous Sénégalais. Cette réforme foncière, il faut la réussir pour que notre agriculture, on avance. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe en un siècle? Ce qui s'est passé en Europe, c'est que le nombre de cultivateurs a baissé parce qu'il y a eu la maîtrise mécanique et énergétique, et en même temps, la production a été multipliée par 8.
C'est ça qui nous mène à l'autosuffisance. Mais c'est un ensemble de réformes, c'est dans le préact 1, dans le préact 2, et nous devons réussir. Oui, la problématique du riz aussi. Désolé, il ne faut pas en abuser, c'est peut-être un Ndiayen qui parle. Le riz, il ne faut pas en abuser non plus. Mais il ne faut abuser de rien. Il ne faut abuser de rien. Oui, d'accord. La problématique du thieboudienne aussi, Souleymane Diop, si vous permettez, c'est la gestion de nos ressources halieutiques. Aujourd'hui, le poisson a beaucoup diminué dans nos côtes. Le poisson noble, d'ailleurs, on le trouve rarement chez nous, alors qu'on peut le trouver en Chine, aux États-Unis, en Europe et partout. C'est aussi l'enjeu de l'autosuffisance en riz. Il suffit qu'on en manque, c'est-à-dire qu'on manque de poisson et qu'on manque de riz pour qu'il n'y ait plus de thieboudienne. La production de riz, Mamoudou, elle est passée de quelques 100 000 tonnes il y a 15 ans à quelque chose comme 600 000 tonnes aujourd'hui. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais la production de riz… Selon les chiffres officiels aujourd'hui, on est à 1 million, même 600 000 de tonnes de riz paddy. Je ne veux pas m'avancer dans les chiffres, je crois que l'autosuffisance… Des chiffres d'ailleurs qui font souvent polémique. L'autosuffisance tournait aujourd'hui autour de entre 800 000 et 1 million de tonnes, mais je vous le concède. Toujours est-il que… Quand je parle de riz paddy, comme vous le savez, le riz paddy, une fois qu'il est décortiqué, il perd une bonne partie quand même de sa quantité. Alors, nous avons beaucoup fait en matière de terres emblavées, de culture de contre-saison. Nous avons fait énormément d'efforts. Nous avons essayé de ne plus faire dépendre notre production de la pluviométrie. C'était notre plus grande faiblesse. Maintenant, il est clair que la population sénégalaise, parce qu'il y a des facteurs démographiques, il y a des facteurs économiques. Ceux qui étaient au Tchéré ou à d'autres types d'aliments de base sont en train d'évoluer parce que les choses évoluent naturellement. Mais pour la qualité du riz, pareil, je ne pense pas que le thieboutan que moi je mangeais parfois quand j'étais petit, je crois que si vous le présentiez aujourd'hui aux Sénégalais, il y en a qui rechigneraient à le manger. Le pays évolue, les choses évoluent et heureusement, nous avons créé des conditions justement pour que le riz local soit consommé davantage. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent le riz local au riz importé. Et à mon avis, ça aussi, c'est dans notre culture alimentaire, dans notre habitude alimentaire. L'avantage du thieboudienne, justement, c'est qu'on peut rapidement faire en sorte que 100% de ce qui entre dans la préparation du thieboudienne soit 100% sénégalais. Alors, Souleymane Diop, une dizaine de minutes, je crois, à peu près, ou au moins, un peu moins, nous reste de cette émission Le Jury du dimanche, iRadio, ITV, iMedia.sn. Parlons d'autres sujets très rapidement, puisque nous parlions de diplomatie sénégalaise, vous parlez d'influence, vous parlez de rayonnement, mais il y a quand même cette affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Au moment où on parle, 2 gendarmes de la présidente de la République du Sénégal et du ministère des Affaires étrangères sont écroués. Il y a avant cela l'affaire également qui a éclaboussé 2 députés qui ont vu leur immunité parlementaire levée. Un activiste du nom de Kilifeu est inculpé, aujourd'hui placé sous mandat de dépôt, donc en prison depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui comme commentaire, cette affaire de passeport diplomatique, de trafic de passeport diplomatique? Alors, Mamoudou, vous savez, il n'existe pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Tous les pays font des efforts pour sécuriser leur état civil, sécuriser leurs fichiers d'identité biométrique. Il n'existe pas de risque zéro. Au moment où je vous parle, nous faisons du bruit parfois au Sénégal pour des choses qu'il faudrait éviter, oui. Mais avec un pourcentage, quel pourcentage? Oui, mais quand même, vous n'allez pas quand même minimiser, sous-estimer cette affaire. Oui. Et au contraire. Oui. Je veux juste dire que les chèques du Trésor, qui sont parmi les plus sécurisés au monde, ils sont trafiqués. Le passeport américain, qui est un des plus sûrs passeports, un des plus prisés, il est trafiqué. On ne peut rien contre la malice des hommes. Ce qu'il faut, et c'est là où je vais vous rejoindre, oui, c'est que
Et c'est Karl Popper qui parlait qui justement dit que le taux de fiabilité est inversement proportionnel au degré de falsifiabilité. Il n'y a pas de 100% infalsifiable. Alors, quand vous avez une structure comme ça, le ministère des Affaires étrangères, sa vocation première, c'est de faire de la diplomatie. Ce n'est pas de faire des passeports. Les gens qui font des passeports, ce n'est pas des gens du ministère, essentiellement. C'est des gens assermentés, des officiers de gendarmerie ou de la police qui viennent là-bas pour assurer une mission qui est, il faut le rappeler, une mission du ministère de l'Intérieur. Mais qui servent quand même à la présidence et qui servent au ministère des Affaires étrangères. Je vais vous retrouver, Mamadou. Oui. Quand vous avez un système comme ça, vous faites de l'analyse risque. Oui. L'analyse risque, y a-t-il un risque de fraude? Oui. Faible, fort, mais il y a risque. Ensuite, vous analysez ce qu'on appelle la probabilité d'occurrence. Et après, vous mettez en place un système de contrôle. Et ça, un système de contrôle et d'audit interne qui va permettre de suivre. Alors, ces gens, oui. Il faut renforcer le dispositif pour que ça devienne impossible, mais il faut surtout punir les fraudeurs. Un fraudeur comme ça, sur des questions qui touchent à l'image et à la notoriété de notre pays, parce que c'est grave que des gens se fassent passer pour des diplomates alors qu'ils ne sont pas diplomates. Et vous en souffrez aujourd'hui en tant que diplomate quand vous brandissez votre passeport diplomatique? J'en souffre pas, mais j'en ai honte. J'en ai honte. Oui, peut-on continuer, puisque vous dites qu'il faut punir, peut-on continuer à garder Kilifeu en détention et continuer également à laisser en liberté 2 députés qui ont vu leur immunité parlementaire levée sur les mêmes faits? Mamadou, moi je suis un agent public de l'État. Ma vocation première est au cœur de mon action. Quand je dis moi, je dis les autres, il y a l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ce qui est bien pour le Sénégal, pour la maison Sénégal. Oui, répondez directement à la question. Et le premier principe, c'est un principe de neutralité. Le second principe, c'est un principe d'impartialité. Ce que je dis là, c'est valable pour la justice, pour tous les juges, pour tous ceux qui doivent traiter tous les jours les Sénégalais. À propos de ces députés, toujours en liberté, vous en dites quoi? Avec équité, avec impartialité, on doit le faire. Tout le monde nous devons tous être égaux devant la loi et traités en tant que Sénégalais et de manière juste et équitable. C'est un principe, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je ne suis pas au Sénégal, je ne suis pas dans le détail des arcanes judiciaires, c'est des affaires qui sont pendantes devant la justice, mais j'en appelle à de la justice, j'en appelle à de l'équité dans le traitement de ces questions sans entrer dans la complexité du dossier. Elle regarde le juge, elle regarde le procureur, elle regarde les avocats. Très bien, on va y aller très vite pour terminer cette émission. Souleymane Jules Diop, le retour du poste de Premier ministre, le chef de l'État dit que la loi a été votée, dit que ce Premier ministre sera nommé après les élections locales. Bien entendu, il y aura un nouveau gouvernement. Vous avez été ministre, aujourd'hui vous êtes loin de Dakar, vous suivez certainement cette question. Est-ce que finalement, il fallait supprimer ce poste de Premier ministre pour être obligé aujourd'hui de le restaurer? Je vais me hasarder à une petite confidence et un peu d'honnêteté, si on me le permet. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Vous avez dit ministre, mais je n'étais pas que ministre. J'étais ministre auprès du Premier ministre. Vous voyez, ça change tout. Le regard n'est pas le même. Moi, j'ai vu le travail et j'ai été, n'oubliez pas, il y a 20 ans, conseiller d'un Premier ministre. Et après, je suis devenu ministre auprès d'un Premier ministre. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. C'était donc une erreur. C'était donc une erreur. C'était donc une erreur. Non. C'était lié au contexte. Question de logique. Non, c'était lié au contexte de l'époque et à la situation et à un jugement. Le président agit parfois par opportunité politique, pas seulement dans une logique rationnelle
implacable dans laquelle nous nous sommes. Il avait jugé à l'époque qu'on pouvait le faire. Et son modèle, j'ai entendu Mansour le dire, il a un peu un modèle de gouvernance qui est un modèle plutôt directif. Il a tendance. Et maintenant, moi, depuis 6 mois, depuis 1 an, d'ailleurs, moi, j'ai toujours suggéré que le mandat de l'Union africaine est un mandat très lourd, très difficile, et j'ai toujours pensé que le Sénégal a besoin d'un Premier ministre. Maintenant, ce que ça permet, c'est de clore définitivement le chapitre de la disparition du poste de Premier ministre. D'autant plus que notre modèle architectural constitutionnel est un modèle qui laisse à la fois le président comme clé de voûte des institutions, mais aussi le Parlement avec un pouvoir de contrôle et avec un pouvoir d'initiative en matière de loi. Très bien. Donc, ce qui ne disparaît pas, c'est le débat sur le 3e mandat. Le président de la République, interrogé récemment sur la question, a dit qu'il ne ferait rien qui serait antidémocratique et anticonstitutionnel, mais qu'il va prendre sa décision en temps voulu. Est-ce que le 3e mandat, parce que la question vous est posée par nos internautes, pourrait constituer un plafond de verre pour Souleymane Jules Diop dans son compagnonnage avec le président Macky Sall? Non, la question ne m'est pas... Enfin, la problématique, elle ne m'appartient pas. Elle appartient au président de la République. Moi, je vais vous dire, je crois que le président va s'exprimer sur la question. Et ça ne prendra pas du temps. Seulement. Ah bon? Seulement. Quand est-ce qu'il va s'exprimer sur la question? Je sais qu'il va s'exprimer sur la question. Après les élections locales? Il a, à mon avis... Après les élections locales? Laissez-moi terminer, je répondrai. Il a dit des choses qui sont, à mon avis, rassurantes. Il respecte la démocratie, il respecte le pouvoir et il prendra la décision qui sera conforme à la démocratie et à nos valeurs, qui sont des valeurs démocratiques, des valeurs... Il prendra cette décision quand? Il la prendra, il la prendra. Maintenant... êtes-vous opposé ou êtes-vous favorable au 3e mandat? Attendez, le même problème se pose. Le même problème se pose en France. On dit au président Macron, il faut vous prononcer si vous êtes candidat ou pas. Il dit, je gouverne la France. Ce que le président a demandé en réalité, c'est qu'il a dit, si vous posez le débat dès maintenant, le pays sera ingouvernable. Entre ceux qui sont dehors qui veulent le pouvoir et ceux qui sont dedans qui veulent me remplacer. Maintenant, comme j'ai dit, il y a 3 intéressés à la question. Le président Macky Sall avec sa volonté, le Conseil constitutionnel juge de la légalité, et le peuple sénégalais qui fera son choix. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé au 3e mandat? Je ne suis pas, au fait, je ne suis pas, moi, intéressé par le 3e mandat. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. C'est au juge constitutionnel. Oui, on vous a quand même suivi. Il y a quelques années, vous étiez opposé au 3e mandat. Non, j'ai dit un principe. J'ai dit le pouvoir, l'exercice du pouvoir, il faut le réguler, le normer et le limiter dans le temps. Maintenant, je vous dis, je ne veux pas parler à la place du président de la République. Très bien. Je pense, je ne veux pas, je pense, il va se prononcer, ce n'est même pas je pense, il va se prononcer et il va dire ce qu'il en est. Et maintenant, les Sénégalais seront avisés et je pense qu'ils ne seront pas déçus. Très bien. Une amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade. Quelle réflexion cela vous inspire? Je suis un défenseur de l'amnistie. Je l'ai toujours dit. Je me suis battu pour la libération de Karim Wade, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Mais encore une fois, c'est des problèmes politiques. Voilà. Mais nous sommes Sénégalais, nous sommes en famille, Mamadou. Même en famille, on se pardonne. Même entre époux, on se dit du mal. Vous êtes favorable à l'amnistie? Je suis favorable à l'amnistie. Là où Karim Wade préfère la révision du procès. Alors, c'est là tout le problème, parce que l'amnistie, elle dépend du Parlement. La révision, elle dépend du judiciaire. C'est 2 choses différentes. L'amnistie, elle dépend du peuple à travers le Parlement. Les conditions d'une révision sont codifiées et normées. C'est des éléments nouveaux, c'est des faits nouveaux, c'est des faits capables de changer la décision qui a déjà été rendue de manière définitive. Ça dépend de la justice. La grâce dépend du président, l'amnistie dépend du Parlement, la révision dépend de la justice. Mais moi, je suis pour que
toutes les modalités soient réunies pour qu'ils recouvrent leur nature de Sénégalais, de citoyens sénégalais, et qu'ils recouvrent tous leurs droits. Je le dis en toute sincérité. Je suis pour qu'ils recouvrent leurs droits et qu'ils redeviennent en tant qu'acteurs de la scène politique. Vous êtes originaire d'une région, c'est la région sud. Il y a un leader qui s'appelle Ousmane Sonko, originaire de la même région. Aujourd'hui, on parle de phénomène Ousmane Sonko. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Je ne porte pas de jugement sur sa trajectoire politique. Il y a un fait politique qui est là, il y a une situation politique qui est là. Il est Casamancé, mais je ne pense pas que lui-même agisse en tant que Casamancé. Ce serait dommage. Je crois qu'il est leader politique en tant que Sénégalais. Il prend des positions que je ne partage pas. Et sans doute, lui ne partage pas mes positions. Je ne veux pas, en tout cas au plan de ses choix politiques, les commenter, mais le peuple sénégalais avisera. Je suis intéressé par ce qui se passe en Casamance en termes de développement économique et tout, mais je ne porte pas de jugement sur ce qu'il fait. Merci, Souleymane Jules Diop. Je rappelle que vous êtes ambassadeur, délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO. Vous étiez l'invité du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Vous aurez l'occasion de lire d'ailleurs cette émission dans votre site préféré avec au texte Cheikh Moussa Sahar, à la photo Serigne Saliou Dème, Abdoulaye Silla, prise de son justement Serigne Saliou Dème, à la vidéo Babacar Ndiaye, réseaux sociaux Fatimata Ba Biram Pouye. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.